Bonjour tout le monde, c'est TK. J'espère que vous allez bien aimer cet épisode malgré un petit problème technique que j'avais avec mon microphone. Bonne nouvelle, il y avait beaucoup de rugby et beaucoup de beaux matchs. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, je suis l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo, comment tu vas mon ami? Mais ça va toujours bien quand on est là pour parler de rugby ensemble, surtout au mois de novembre où c'est l'orgie du rugby. C'est un truc de fou, ça fait 2 week-ends à la suite que je fais rien que juste être sur mon canapé en buvant des petites bières tranquillement et franchement c'est super agréable, mais heureusement en fait il nous reste qu'une semaine de plus parce que je pense qu'un mois en total ça serait un peu trop pour le cerveau. Oui, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. Espérons qu'elles soient en apothéose pour nous. Voilà. Je propose qu'on attaque direct tous ces matchs parce qu'on va essayer de mettre un petit mot sur tout ce qu'on a vu. On démarre très vite avec Argentine-Italie. 17-6 pour le mi-temps, beaucoup de coups de pied à suivre, il me semble, pour les Argentins, et ça marche. Le 9 italien a marqué un essai pour démarrer le deuxième mi-temps, mais l'Argentine a resté vraiment dans un contrôle complet. 37-20, première victoire pour les Pumas après 7 défaites consécutives quand même. Ouais, on savait que sur ce match-là où s'affrontaient deux équipes qui ont beaucoup perdu quand même ces derniers temps, il y aurait forcément un très malheureux et un très heureux. Donc on est content pour nos copains argentins et on est triste pour nos copains italiens. Voilà, parce que c'est toujours pareil. L'Italie enchaîne les désillusions, hein, et la motivation doit être quand même difficile à trouver parce que c'est vrai qu'ils ont pas démérité dans l'engagement, mais à nouveau, ils ont été quand même un peu surclassés. Oui, t'as raison, on les aime bien, ces deux équipes, vive Argentina et vive Italie aussi. Là, on passe à l'Écosse, l'Afrique du Sud. L'Écosse, donc, ils ont battu l'Australie la semaine dernière, donc ils étaient contents. Et Afrique du Sud, ils ont échappé belle contre Pays de Galles. Donc, on peut tout imaginer. Mais finalement, ce match a fini plutôt comme on aurait pensé. Les champions en titre, ils ont un peu marché sur des chardons sans se faire trop mal aux pieds. C'était quand même 10-8 à la mi-temps pour l'Écosse, un peu étonnant. Mais c'est même s'il y avait un doublé par Hogg de l'Écosse, il y avait un doublé par Pimpé, par Afrique du Sud, et c'est vraiment dans les pénalités où ce match a été gagné. 1 pénalité pour l'Écosse et 6 marqués pour l'Afrique du Sud, notamment avec Mr. Francois Stein, anciennement de Maître Racing aussi, il me semble, qui a un certain âge maintenant. Il est peut-être pas aussi vieux que Tom Brady, mais il commence d'être là. Et je pense que le vrai fait du match, c'est le capitaine d'Afrique du Sud, Khaleesi, qui signe le slip d'un supporter. Je suis pas sûr si tu as vu, mais c'est quand même classe le rugby, hein. Ouais, j'ai vu cette petite scène qui était vraiment extrêmement marrante. Donc, on vous invite à la regarder. Il suffit que vous mettez Khaleesi slip et à mon avis, vous l'aurez dans Google. Hein. Il passe la barrière et il y a un Sud-Africain en slip au drapeau sud-africain dans la tribune qui descend de la tribune, qui lui montre son derrière et il lui signe un magnifique autographe sur le séant. Ben, moi, je dis... Chapeau, bravo Khaleesi, restez cool et fun, c'est super sympa, on aime ça. En fait, je savais pas, mais c'est tout un truc, ça s'appelle des budgie smugglers, en fait, des espèces de slips comme ça, qui sont hyper serrés, avec plein de couleurs, c'est aussi des trucs pour aller à la piscine, mais en style, tu vois, mais c'est quand même pas mal. Peut-être on devrait faire un pour la France aussi. Ouais, et peut-être un pour le pack de potes, surtout. Oh, c'est une bonne idée. Le merchandising. Allez, en parlant de pack de potes, on va parler de notre pack française, là, contre Nouvelle-Zélande. Ce match a démarré avec un haka. J'ai jamais vu le haka féminine, et franchement, c'était vraiment cool. C'était super, c'était différent. C'était comme une vraie chanson, avec une chorégraphie de danse. C'était plus développé, plus complexe, subtil. Bon, le haka homme, c'est bien viril et tout ça, mais là, c'était vraiment sympa de voir le haka d'une autre lumière. La réponse des Françaises aussi, c'était sympa. On a chanté un petit Marseillaise en regroupé, ça c'était cool aussi. Alors, ce match démarre vite avec des Français qui campent dans la 22 pour les premières minutes, mais les Black Ferns reprennent leur souffle. On va pas avoir un essai facile. Les Black Ferns sont plus costauds que les Springboks de la semaine dernière, et c'est eux qui marquent d'abord 3-0. On essaie de reprendre le match en main, et plutôt d'accepter un pénalité, on choisit le penalty touche, pari payant pour Banet, qui s'est déjà montré très dangereuse depuis le début de ce match. On est à 7-3. Et d'un coup, c'est 12-6 grâce à un beau jeu collectif doublé pour Banet déjà. Merci à Gabriel Vinet pour le joli passe à pied. Les premières 20 minutes étaient pleines de bon rugby, sauf qu'on n'arrive pas trop à attraper des coups d'envoi proprement. Les Blacks sont solides devant et derrière aussi, avec le 12, 13 et 14 qui sont championnes olympiques au 7.
On continue de mettre de pression, un peu gourmand toujours sur un pénalité. On prend encore le penalty avec 30 secondes qui nous restent dans la première mi-temps, mais ça paye encore. C'est la remplaçant de Caroline Boujard qui s'est fait mal sur un joli course. C'est Chloé Jacquet qui marque. Elle a 19 ans, elle marque un essai. Donc on a 19-6 pour le mi-temps. On est dans une confiance suprême. Le deuxième mi-temps commence, et ce stade de Pau qui est rempli, il fait énormément de bruit pour nos Bleus, et à 46 minutes, encore de beau rugby, le pack avance, le 9, Pauline Bourdin, petit côté, pour le 15, Boulard qui marque, 26-6. Les Black Ferns revient un peu, mais essai refusé à 53 minutes, ils ont besoin peut-être d'une sœur Barrette pour les aider. Et en plus, maintenant, ils sont à 14. Socha a mis un essai d'avant, 31-6, et ça semble facile chez nous. Mais on est loin du 56-15 que les Anglaises ont mis au Black Ferns. Quand même, le puits d'essai continue, cette fois par Laure Sansu, qui marque le même essai qu'elle a fait la semaine dernière. Les Blacks sauvent l'honneur à 72 minutes, c'est 38-13. Le match se termine avec des Bleus toujours pleins d'énergie et envie de marquer. Ça me fait grand plaisir de regarder ce match et nos filles, et j'attends la semaine prochaine pour confirmer tout ça. Oui, il faut pas oublier quand même, Thierry, que c'est les championnes du monde en titre, hein, les Black Ferns, donc peut-être que les effectifs ont un petit peu tourné, un peu évolué. Là, sur ce match-là, elles ont été complètement surclassées par les Françaises et le score aurait pu être vraiment plus lourd parce que je trouve que les Françaises ont dominé de la tête et des épaules ce match. Elles ont été bonnes dans tous les secteurs du jeu. Il y avait une envie formidable. Le public de Pau était aux anges, ça s'est vu. Il y avait une énergie positive qui sortait de ce terrain qui était exceptionnelle. Effectivement, la revanche annoncée de la semaine prochaine, je pense, sera féroce parce que les Blacks n'aiment pas perdre 2 fois de suite et surtout pas 2 fois de suite contre la même équipe. C'est vrai chez les hommes, c'est aussi vrai chez les femmes. Ceci dit, il me semble quand même que l'écart est conséquent entre ces deux équipes. Je serais donc, moi, pas surpris que la semaine prochaine, les Bleus remettent ça, tant elles m'ont plu et impressionné. J'ai évidemment surveillé la rentrée de Safi Ndiaye, ma chouchou de deuxième ligne, qui a fait une belle rentrée. Mais j'ai regardé le match avec un immense plaisir et je peux pas tellement en citer une plus que les autres, tant j'ai trouvé que c'était une performance collective réussie et j'ai trouvé ça formidable. Ouais, super bien dit. Je trouve que, en fait, ça montre aussi notre banc, parce qu'on a un 2-9 et 2-10 du grande qualité. Je trouve que notre deuxième ligne, on n'a pas joué vraiment beaucoup avec. Donc, Fall, elle n'a pas joué, comme tu dis, NDI, était sur le banc. Superbe aussi. On est fort en mêlée, et ça, c'est mon pilier préféré, Rose Bernardo. Donc, ça montre vraiment les qualités qu'on a sur le banc quand même. C'est super encourageant en vue de la Coupe du Monde de l'année prochaine, qui sera en Nouvelle-Zélande en plus, hein, donc c'est quelque chose qui sera très particulier pour toutes ces équipes. D'aller là-bas, vraiment au pays du rugby, il y aura certainement un engouement très fort, un soutien très différent, bien sûr, pour les Black Ferns, qui auront à cœur de se venger, tout simplement. Mais franchement, chapeau les Bleus, elles ont montré la voie. Hein. La semaine prochaine, c'est à nous. Vous savez ce qu'il faut faire, les gars. Ouais. Et encore pour la deuxième semaine, grand bravo aux fans aussi, qui étaient vraiment là, présents en Bretagne la semaine dernière et là à Pau. Ça fait vraiment plaisir de voir les stades pleins à craquer comme ça. C'est chouette. Absolument. Allez, on passe aux surprises de ce week-end. C'était Nouvelle-Zélande et Irlande. Et en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai pas bien chez moi, mais j'ai quand même, vers le mi-temps, j'ai trouvé un pub pas loin, dans le village à côté, pour aller mater le fin de ce match, parce que j'ai senti quelque chose aller arriver. Alors, ce match a démarré avec le méchant haka des All Blacks, et le public irlandais, ils ont répondu en chantant leur anthem national. C'était quand même chouette. Si vous savez pas, Will Jordan, en fait, il est très bon, et je pense qu'on va voir ça la semaine prochaine. Il a failli lancer Geordie pour le premier essai, mais non. Les All Blacks sont très vite à 14 parce que le talonneur Cody Taylor a fait un câlin à la tête de Sexton. Keenan fait un passe à James Law, en fait, l'Irlandais qui a passé un peu de temps en Nouvelle-Zélande, et lui, il marque le premier essai du match, 5-3. À 29 minutes, c'est Furlong qui manque un essai, mais malheureusement, c'est annulé. Que Cody Taylor se rachète avec un joli essai, c'est 5-10 pour les All Blacks à la mi-temps, malgré quand même une domination, il me semble, par les Verts. Les Verts attaquent vite dans la deuxième mi-temps avec une énergie énorme et beaucoup de courage. C'est le talonneur irlandais qui marque, suivi par le nouveau en 6. On est 20 pour l'Irlande et 10 pour les All Blacks à 56 minutes. Les Verts essaient de dégager le ballon plusieurs fois pour mettre le ballon dans les mains des All Blacks. Peut-être pas une bonne idée. Le 14, Jordan a les fait payer. 20-17 toujours pour les All Greens.
À la fameuse 60 minutes où les bons équipes montrent qu'ils sont bons, les Verts collent au score quand même si Sexton est sorti avec une commotion cérébrale, 23-17 après la pénalité. Les All Blacks vont marquer un essai de la gagne, mais un léger en avant. Ils prennent quand même 3 points et ils reviennent dans le score 23-20. Il reste 10 minutes à tenir pour les Irish. Ils font ça old school en portant le ballon à la main et ça marche plus ou moins. Les Verts se sentent forts, mais les All Blacks ont le ballon et du champ libre. Heureusement, Lowe fait un bon plaquage. Le ballon est gratté pour les Verts. Joe Carberry passe un penalty de 50 mètres, plein centre, 26-20. Et avec 6 minutes à jouer, ça va être rude. Pénalité encore pour les Verts, c'est célébré par des bons vieux high-five, genre pré-Covid. Joe Carberry marque encore un autre pénalité, 29-20, et bravo aux Irish. Quel match. Franchement, je me suis régalé, pour être honnête, j'ai regardé en différé. J'ai trouvé ce match absolument formidable, et c'est vraiment pour ces matchs-là qu'on aime le rugby, et la légende des Blacks s'inscrit y compris dans leur défaite, parce que je trouve qu'ils ont été fortement dominés. Les Irlandais méritent complètement cette victoire qu'ils ont été chercher avec une volonté de faire et un démarrage de chacune des mi-temps où ils ont pris les Blacks à la gorge. Mais franchement, il faut absolument que nos Bleus s'inspirent de l'état d'esprit dans lequel ont été les Irlandais sur ces 2 débuts de mi-temps qui ont été remarquables, absolument d'une puissance et intraitable avec les All Blacks. Et je trouve que pour les Blacks, être finalement aussi dominés, ce dont ils n'ont pas l'habitude, et maintenir la pression jusqu'à la fin du match, puisque à part les 3 dernières minutes où il y a eu 29-20 et 9 points d'écart, ils étaient encore tout le temps à portée, alors que ils étaient pas du tout dans un bon jour. Ils ont fait énormément de fautes techniques, ils ont fait tomber des ballons dans tous les sens, ils ont perdu des ballons dans les rucks, dans les mauls. Ils étaient avec une qualité technique, on va dire, tout à fait quelconque, et on sait bien que leur force absolue, parce que ce ne sont pas des surhommes les All Blacks, ce sont juste des gens qui jouent mieux et qui en particulier techniquement font beaucoup moins d'erreurs que les autres, et c'est pour ça qu'ils gagnent souvent et plus souvent que les autres. Et quand ils sont dans un mauvais jour, comme c'était le cas aujourd'hui, ils sont une équipe quelconque, et je trouve que là on a vu une équipe quelconque, et en face une furia verte. Franchement, là aussi, difficile de retirer un nom du collectif irlandais tant ils ont été forts collectivement. Moi, j'ai toujours un gros coup de cœur pour les 2 deuxièmes lignes, James Ryan et Ian Anderson, qui sont exceptionnels, qui sont très physiques, qui sont très puissants, qui sont très présents, qui ont un gros abattage. On a eu Peter O'Mahony qui rentre en fin de match. Il l'appelle le vieux parce qu'il a un peu les cheveux gris, etc. Mais il a été remplacé magnifiquement dans ce squad par Jack Connan, qui est le numéro 8, qui fait aussi un très gros match. Et puis derrière, voilà, Johnny Sexton, et comme tu l'as souligné aussi, James Lowe, Bundee Aki ont été énormes, Gary Ringrose, énorme, tout le monde a été énorme. Et franchement, ça fait plaisir de voir cette équipe-là qui avait pris une raclée à la Coupe du Monde par les Blacks, dont un certain nombre de joueurs étaient sur le terrain aujourd'hui, les dominer comme ça, je trouve ça fantastique. Voilà, j'ai tout simplement adoré ce match. Tu soulignes effectivement Jordan, l'ailier qui met un essai où il se le fait quasiment tout seul avec le petit coup de pied par-dessus, la remise, puis c'est lui qui va marquer, etc. Donc les Blacks gardent ce talent et cette capacité, mais finalement, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup existé dans ce match. Leurs avants ont été étouffés, et pourtant Whitelock, Retallick en deuxième ligne, Cody Taylor, le talonneur, qui a pris un jaune, mais qui était un sacré joueur également. Ils avaient l'équipe type, les Blacks. Donc c'est un gros exploit, je trouve, qu'ont réalisé les Irlandais, et je leur tire vraiment mon chapeau. Ben ouais, bravo aux Irlandais, et bravo au rugby européen aussi. On va voir avec un autre match bientôt. C'est chouette de voir nos voisins jouer bien contre des équipes du sud, du hémisphère sud. Donc ça c'est cool. Et peut-être ça montre aussi, comme tu dis, en fait les Blacks c'est quand même une équipe humaine finalement. Ouais, ils ont fait leur haka. Je trouve que le ton qui a été donné par la Viva Stadium a été vraiment génial, parce qu'ils ont respecté le haka jusqu'à la dernière séquence
où là, ils ont chanté et ils ont complètement couvert le haka. Et je trouve que symboliquement, ça donnait le ton de ce match qui était OK, vous êtes les Blacks, OK, vous êtes les rois de ce sport, OK, vous êtes des légendes, vous venez du bout du monde, etc. Mais là, vous êtes en Irlande, il y a le 16e homme, c'est le public, et vous allez passer une sale après-midi. Et je trouve que ça donne des frissons rien que ça. Et après, quand tu vois l'entame, et puis en deuxième mi-temps, pareil, tu dis les mecs, on y croit. 2 essais dans les 5 minutes de la deuxième mi-temps. C'est superbe. Pour moi, c'est un des tout meilleurs matchs que j'ai vu depuis pas mal d'années, me semble-t-il. Bah, superbe. Bah écoute, en espérant que la semaine prochaine, on va avoir un match du même style. On peut l'espérer, mais on peut en douter également. Alors, tu as parlé des bons après-midi. En fait, il y avait beaucoup de rugby, donc je voulais juste mettre un petit mot pour nos French Barbarians qui ont battu Tonga 42-17 quand même. Et aussi un petit mot pour les Inextenso Sevens. J'ai eu le plaisir d'y aller il y a quelques années après Covid. Toujours sympa, cool comme ambiance. Et j'ai vu ton équipe Racing. Il y avait un Teddy Thomas chauve. Il a coupé tous ses cheveux. Et ça m'a étonné. Je pense que ça lui a rendu même plus vite. J'ai pas l'impression qu'il était à 100%, qu'il jouait à 100%, mais t'as l'impression qu'il va même plus vite sans les cheveux. Et bon, c'était le match final, c'était Monaco contre les Barbarians du 7. En fait, je savais même pas que les Barbarians avaient une équipe de 7, donc voilà, c'est des nouveautés pour moi. Ouais, l'histoire de Monaco, j'avoue que j'ai pas tout compris. J'ai vu qu'ils avaient constitué une équipe. En allant chercher du monde à droite à gauche. C'est aussi l'intérêt du 7, c'est que c'est un sport spectacle, c'est un sport un peu feu d'artifice. Donc, il peut y avoir aussi des équipes qui apparaissent et qui disparaissent. Le 7, on y va pour voir du fun, pas pour défendre une équipe. C'est une fête, le 7, beaucoup plus que je trouve, un enjeu national ou de chauvinisme quelconque. C'est la fête des jambes, la fête des appuis, la fête du jeu. C'est fun, en fait. Allez, on continue par des victoires de nos voisins. Angleterre, Australie. Ça a commencé avec un hymne national australien, je pense, chanté par Bianca Castafoire de Tintin, parce que ça a un peu cassé les oreilles. Bon, bref. Allez, le match démarre, il est déjà à 2 minutes, le coach des Wallabies est en colère. James O'Connor marque 3 points dans un match qui va être quand même intéressant. On ne doit pas attendre longtemps pour le premier essai. C'est le jeune Marcus Smith qui était à droite, qui voulait montrer sa canne, et là, il est à gauche pour faire un petit passe simple et sympa à l'énorme 15 du Rose, qui marque un essai de 22 mètres sans être touché. Allez, notre fameux arbitre qui aime bien les coudes, c'est Jaco Pepper qui est là, et il aime siffler contre les Australiens. Les Anglais gagnent 10-3, mais ça devient 13-9, toujours pour les Anglais. J'ai quand même l'impression que le 9 anglais Ben Young, il a beaucoup de choix, il a beaucoup de temps pour faire ses choix. C'est le talonneur George qui a failli marquer avec un énorme percé, mais non, il y avait quand même plaquage haut, donc 3 points et carton jaune. Grosse séquence pour les Anglais, mais finalement le mi-temps finit 16-12. Je trouve que le score ne montre pas de tout le maîtrise quasi totale de l'Angleterre. Démarrage de deuxième mi-temps, bizarrement, c'est 16-15. Les Australiens reviennent dans le score, mais il y a des plaquages partout, même un bon vieux cathédrale par un certain Angus Bell. Je pense que c'est aussi le nom du chanteur de AC/DC, mais Charlie va me corriger plus tard. Ouais. Carton jaune, 19-15. Et en fait, encore des pénalités. Et en fait, j'avais une question pour toi plus tard. S'il y a autant de pénalités, est-ce que c'est toujours le faute des joueurs ou est-ce que l'arbitre est peut-être parfois coupable aussi? 22-15, j'ai l'impression de voir un match de 2001 avec des Anglais tout en force avec leurs avants. Et puis, c'est le jeune Blamer qui marque son 6e essai en 4 matchs, si je ne me trompe pas. C'est quand même un truc de fou. Et finalement, ce match finit 32-15. Merci quand même à la chaîne L'équipe qui nous a mis ce match. C'était sympa de pouvoir regarder ça sur le canapé. Merci l'équipe. Moi, j'ai pas vu le match, alors je vais pas trop la ramener. J'ai vu le score, en revanche. Ce qui m'embête, c'est que les Anglais battent un peu plus largement les Australiens que nous quand ils les battent. Et ça parle un petit peu de suprématie européenne, quand même. Puisque nous, on a été en Australie, on a fait jeu égal sur les 3 matchs, mais on a gagné qu'un match sur 3, et quand même d'assez peu. Donc, voilà, c'est toujours ça qui me préoccupe. Et puis pour ta question, il est à l'arbitrage. Il y a des arbitres qui sont plus tatillons que d'autres, mais ils ne font qu'appliquer la règle. On sait que le rugby est un sport entre guillemets complexe, comme disait Daniel Herrero. Au rugby, il y a 285 règles et sans doute 280 de trop. Donc, on peut jouer le tatillon. Il n'empêche que c'est les joueurs qui font les fautes
L'arbitre, il les applique. On a la règle de l'avantage qui est faite normalement pour que le jeu continue et ne soit pas haché par les fautes. Donc, s'il est obligé de siffler, c'est qu'il y a de l'anti-jeu, c'est qu'on peut même pas continuer à faire jouer l'avantage. C'est la faute des joueurs, mon cher Thierry. C'est leur responsabilité. Bon, je voulais juste mettre un petit mot pour le pépère, là. Allez, on passe à notre France-Georgie. Oui, bien sûr. Le stade est plein à craquer à Bordeaux. Bernard Laporte a pu faire du stop depuis Pau le jour avant. Bravo pour le présentateur sur France 2 qui a présenté l'équipe de Georgie avec leur nom trop difficile pour moi. Et aussi, bien sûr, il y a Dimitri Yachvili, c'est plutôt facile pour lui. Le match démarre et Penaud fait son show dans les premières 2 minutes. Coup de pied à suivre, malheureusement sans être aplati. Les Bleus, ils font des jabs et Jameni, malheureusement, il rate la première occasion au pied. 3-0 pour nous et les Georgiens ont jamais eu le ballon. Notre mêlée fonctionne bien et vers 15 minutes, on commence à dérouler notre attaque qui a l'air beau. Carton jaune pour les Georgiens pour des en avant répétitifs. Aldrit a failli marquer son essai, mais non. Makelou fait le premier de plusieurs en avant, un peu moche. Et qu'est-ce qui se passe? Les Georgiens nous mettent du pression et ils prennent 3 points. On a l'impression d'être un peu endormis, les Français. Peut-être on a trop mangé au déjeuner. Le public aussi. Jalibert fait un petit percé, bel ballon porté par les avants. Essai de pénalité, 10-3. Et encore un autre carton jaune, alors Georgien. Mais on profite pas vraiment. L'arbitre continue à punir encore les Lolos. Le capitaine a dit à un certain moment, « Hey, we are a little team, on est très petit, you're not giving us a chance, tu ne donnes pas une opportunité. » Makelou tente sa chance d'effacer les nombreuses fautes à main au début de match et mettre son essai, mais il est pris par un sublime plaquage de son vis-à-vis georgien. Et c'est le hometown boy, Jalibert, qui va marquer finalement son premier essai en bleu devant ses fans, 17-3. Là, avec un peu de confiance, les Français commencent à bien jouer. Penaud fait un joli geste défensif et est vite récompensé par un essai après un mêlée française, passe par Ficou. 24-3. Et voilà, tout le monde est réveillé juste à l'heure pour la mi-temps. Je trouve que les Français ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match malgré tout. J'ai trouvé que l'arbitre nous avait donné un petit peu généreusement le premier essai de pénalité. On peut saluer l'engagement des Géorgiens, même s'ils n'ont pas tenu la distance. On va voir dans la suite du résumé. Alors, deuxième mi-temps commence. La question, c'est est-ce qu'on va rester réveillé? Réponse, non. Et M. Galtier est d'accord avec moi. Il commence à faire son coaching un peu tôt, à 45 minutes. Ça n'empêche pas, par contre, l'essai de numéro 9 géorgien, c'est 24-10. Encore des changements avec les deuxièmes lignes de la semaine dernière qui entrent, Flamand et William C. Essai de nos avants bleus, alors Movaka, comme la semaine dernière. Encore de coaching, Dante entre et il nous trouve un pénalité en grattant le ballon. C'est Jalibert qui glisse au 15 et Ntamak qui a 10 si j'ai bien tout suivi. Et il y a aussi un nouveau tête à 9. Donc hello Mr. Lecou. Et là, super essai, mais pas pour nous. Il me semble que Jalibert et Lebel sont battus dans l'angle par un ailier géorgien, donc ça devient 31-15. Match assez haché quand même. Toujours jolie séquence avec le ballon en main, mais toujours perdu dans le 22. Grâce à des fautes géorgiens, le ballon reste dans nos mains. Et heureusement, on est fort en touche. Finalement, un doublé pour Penaud, après un bon boulot des avants, 36-15. On attaque encore, mais ils sont vaillants en défense, les Georgiens. Mais pour la troisième fois, penalty suivi par un essai des gros. Movaka encore. 3 essais en 2 matchs, quand même, pour un repassant, c'est pas mal. Bon, c'est victoire pour nous, 41-15, et on devrait être content. On peut être content et un peu circonspect. C'est-à-dire que d'abord, on passe la barre des 40 points. C'est honorable. Je rappelle quand même que les Anglais, la dernière fois qu'ils ont joué contre les Géorgiens, les ont battus 40-0. Mais nous, on n'est pas des Britanniques, Thierry. On laisse toujours nos adversaires marquer des points. Tu te souviens de cette petite différence entre eux et nous, n'est-ce pas? C'est gentil. Mais je trouve que l'essai qu'on prend, notamment l'essai de l'ailier, le deuxième, est un essai un peu inquiétant quand même, parce que la Géorgie, c'est quand même pas une grande ligne d'attaque. La semaine prochaine, c'est les Blacks en face. Et c'est un essai en première main avec un décalage de l'ailier qui arrive à marquer comme ça. J'aimerais bien quand même qu'il m'explique à la vidéo comment ils sont arrivés à prendre cet essai. Moi, il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce match. J'ai trouvé Cameron Wauki qui progresse à chaque sortie, qui est redoutable en touche, qui a une énergie formidable. J'ai trouvé que Damien Penaud a des fourmis dans les jambes et quand il est comme ça, moi, je l'adore, je le trouve irrésistible et je pense que la semaine prochaine, il peut vraiment faire des étincelles et quand il est comme ça, il est un des tout meilleurs ailiers du monde, c'est très clair. Après,
Voilà, je trouve qu'on s'en est mis un peu beaucoup quand même à aller jouer des pénaltouches et des mauls dans les coins pour battre ces Géorgiens. J'aurais préféré qu'on fasse preuve d'un petit peu plus de maîtrise dans le plan de jeu, dans les temps de jeu successifs, avec de la maîtrise, avec de la largeur, avec des allers-retours qui permettent d'aller marquer des essais un peu plus sympas et un petit peu plus beaux. Maintenant, on va pas se plaindre. Il y avait 2 matchs, un match piège et un match à ne pas gâcher avant d'aller affronter les Blacks, contrat rempli. Mais moi, j'ai quelques doutes sur la bonne composition pour la semaine prochaine, donc je suis très impatient de voir ce que Galtier va choisir. Ils vont se faire un petit peu de mal de tête. Je ne sais pas si Julien Marchand va être sur la feuille parce qu'il sort un petit peu touché aux côtes. Les côtes, en général, on ne met pas 5 jours à s'en remettre. Hein. Si c'est un petit peu bousillé un cartilage là-dedans, ça, c'est plutôt 3 semaines qu'une. Mais on a vu qu'on a un redoutable joueur. Tu l'as dit, 3 essais en 2 matchs pour Peato Movaca, c'est génial. En fait, je trouve qu'à force de faire tourner, là, on manque un petit peu de certitude. Là, Woki était 2e ligne. Bon, c'est quoi maintenant la 2e ligne titulaire là? Moi, j'avoue que je suis un petit peu perdu là-dessus. Il y a encore un an, c'était Bernard Leroux ou LMC qui était indéboulonnable là-dedans. Maintenant, il y a quasiment ni l'un ni l'autre. Bon, on va pas parler que des 2e lignes non plus. Au talonnage, on ne sait pas si Marchand va être là. Aldrit, qui effectivement a une petite baisse de forme et d'impact. J'ai vu qu'il avait gagné que 40 mètres balle en main, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait plutôt l'habitude de gagner le double. Est-ce que c'est lui qui va re-rentrer? Est-ce qu'on va lui faire confiance finalement? Jelonche aujourd'hui a été discret. Je ne l'ai pas trouvé très présent. Et il faut bien se préparer à un affrontement dantesque. Mais dantesque samedi prochain face aux Blacks. Je le disais pour les filles, mais alors pour les garçons, perdre 2 fois de suite sur une tournée européenne, c'est pas question, les gars. Donc, je pense que dans les rucks, sur l'engagement et sur l'affrontement qu'il va y avoir sur la ligne d'avantage samedi prochain, il va falloir se préparer à aller au feu, au feu, au feu. Alors, évidemment, ils sont prêts, hein, c'est leur métier. Ça fait 1 an qu'ils attendent ce match. Ils ont tous envie de le jouer. Ils ont tous coché cette date. Mais attention, une bête blessée, c'est toujours plus dangereux. Et les Blacks viennent quand même, je trouve, de se faire fesser par les Irlandais. Après s'être fait fesser par les Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Ça fait beaucoup et je crois qu'ils vont avoir envie de remettre les pendules à l'heure. Ce serait dommage que ça tombe sur nous. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, moi, en fait, c'est marrant parce que tu as raison que, en fait, depuis longtemps, j'ai toujours eu l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de stabilité dans l'équipe de France par rapport à juste, par exemple, tu prends les 9-10 et c'était toujours un 9-10, un mélange différent depuis 10 ans, en fait. Et donc, pour moi, j'étais super content d'avoir un 9-10 qui était le même, c'est-à-dire Dupont et Ntamak. Et finalement, maintenant, de jouer avec ça, en fait, j'avais dit la semaine dernière, ouais, ok, on va pas juger sur un seul match. Mais en fait, je reviens un peu dessus parce que, en fait, c'est toujours bien d'avoir un 9-10 qui se connaît vachement bien pendant des années. Donc ça, c'est une qualification que j'ai. Donc il y a Lebel qui a fait son premier match. Moi perso, j'adore Gabin Villiers, même si Lebel était super l'année dernière en top 14. Quand même, le petit casque rouge là, ça fait quelque chose. Je sais pas, je trouve qu'il est très fort pour son petit taille. Et en fait, il pèse pas mal aussi dans les rocks et tout ça. Je trouve que franchement, Villiers, il est très très bon. Oui, Villiers, c'est un garçon un petit peu atypique dans le rugby moderne parce que c'est vraiment pas un gros gabarit. En revanche, c'est vrai qu'il a un gros moteur. Il a cette capacité à courir avec les épaules en avant, là, comme un taureau un petit peu, avec une très belle fluidité de course, des super appuis. Donc c'est vrai que c'est un superbe complément de Damien Penaud. Alors, est-ce qu'il sera là la semaine prochaine? Je suppose que là, il a été mis au repos. Voilà. Il a joué pas mal avec Toulon, il a fait le premier match. Je pense qu'il sera sur la feuille la semaine prochaine. Moi, ça me fait plaisir de voir Lebel. Ça fait vraiment vieux con. J'ai joué contre son père à l'époque. Cool. Ouais, c'était un joueur incroyable. Il jouait dans un club qui s'appelle Lombez Samatan. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent ce club et se rappellent ce club. Mais son père jouait 3e lignel et c'était un mec qui tenait l'équipe à lui tout seul, qui était absolument formidable de talent et d'énergie. Il n'était pas très grand. Il jouait 3e lignel et c'était le meilleur des 30 très souvent quand il mettait le pied sur le terrain. Donc pour moi, c'est très sympa de voir son fils jouer.
bon sang ne saurait mentir, comme on dit souvent. Comme tu as vu, chez les Blacks, on a troisième lignelle, la Blackadder, qui est le fils du Blackadder qui jouait dans les années 90, qui fait aussi une très belle performance. Donc, c'est marrant de voir aussi des destins familiaux. Ouais, c'est marrant si on dit Ntamak, Pono, Lebel, en fait, c'est des fils de joueurs aussi. C'est vrai que c'est très familial. Et peut-être, je reviens sur Aldrit parce que c'est vrai que normalement c'est quelqu'un qui est toujours bien en force et peut-être c'est juste que Charles Olivon nous manque un peu. On oublie que Charles Olivon est pas là. C'est un joueur redoutable qui nous manque évidemment, notamment parce que c'est un impact player et aussi un marqueur d'essai. C'est un finisseur, c'est un garçon qui a une intuition folle dans ce jeu, en plus d'avoir un grand gabarit et de l'abattage physiquement. Donc forcément, ce garçon-là, l'équipe en est un petit peu orpheline en ce moment. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par le capitanat sur les épaules d'Antoine Dupont. Je pense que c'est un jeune joueur qui a déjà tellement à faire à la mêlée que de lui avoir donné le capitanat en plus me semble un peu étrange. Et tu as tout à fait raison. Je pense que si Aldrit rayonne moins, c'est peut-être parce qu'il n'a plus son compère Olivon en troisième ligne. Bon, en tous les cas, on souhaite le meilleur pour la semaine prochaine, pour ce week-end All Black. Ça, c'est sûr. Oui, je voulais juste redire à propos de la Géorgie. Donc, on est d'accord, c'est pas la Géorgie américaine, hein, c'est la Géorgie européenne. C'est pas là où Richard Tardis a joué au foot américain ? Pas du tout. Personne ne joue au foot américain en Géorgie. Et je précise, j'ai lu dans la presse cette semaine qu'ils ont un plan national pour le développement du rugby. La Géorgie est un pays de 4 millions d'habitants, donc assez petit. Mais ils veulent construire des stades de rugby partout pour que tous les enfants puissent jouer au rugby et en faire un facteur d'identité nationale dans le sport, ce que je trouve génial, vraiment génial pour ce pays. Et puis on a, nous, une histoire très particulière, puisque Dimitri Yachvili, qui est maintenant commentateur, comme son nom l'indique, est d'origine géorgienne, et son grand-père était un soldat de l'armée rouge qui avait été fait prisonnier par la Wehrmacht, envoyé dans un camp dans le Limousin, où finalement il a fait souche, et il a été le papa donc de Michel Yachvili, qui était troisième lignel ou talonneur dans les années 60, qui a fait un grand chelem avec le 15 de France dans les années 60, et donc le grand-père de Dimitri, et puis aussi de Grégoire, mais Dimitri qui a été un international de talent. Donc c'est des petits détours de l'histoire qui font aussi l'amitié au-delà des frontières dans ce sport, qui rattache les familles au-delà des pays, dans une grande famille qui est celle du rugby. Bon, bah, écoute, merci pour le petit coup d'histoire, c'est toujours sympa et je trouve ça chouette que le Géorgie va s'impliquer plus dans le monde de rugby parce que je trouve qu'ils ont vraiment leur place à faire. Allez, on passe au dernier match du week-end, c'était Pays de Galles contre Fidji et on a dit attention, il y aura des essais et c'était vrai. Fidji menait 10-0 à 10 minutes avant que les Dragons marquent le premier essai, mais pour honnête, difficile à reconnaître les Dragons rouges parce qu'ils étaient en noir et vert ce jour-là. Les Fidjiens gagnent quand même 13-7, mais carton rouge et ça se paye vite par un essai du 9 gallois. À 56 minutes, l'essai du week-end du numéro 13 fidjien sur un ballon joué vite après un marque dans leur 22 à deux personnes. Il traverse toute... Quel talent. Ah oui, c'est incroyable. C'est comme il joue à 7, quoi. Sauf qu'il y a 30 mecs sur le terrain, c'est un truc. C'est ça. Bon, bref. Magnifique. Quand même, le talonneur, c'est toujours les talonneurs qui marquent, a fait ce que les talonneurs font. Il marque son essai. Ils prennent l'avance, les Gallois, 24-23. Et puis, c'est notre petite pépite, Riz Zamit, qui brille, avec un essai qui m'a fait penser quand même à Damien Penaud. Coup de pied à suivre de 50 mètres à 73 minutes. Et ça finit 38-23. Mais c'est quand même toujours sympa, ces matchs Fidji-Pays de Galles. Oui, on savait qu'il y aurait le feu à la pelouse, parce que c'est deux équipes joueuses, et puis voilà, on l'a beaucoup dit, mais on est des inconditionnels des Fidjiens. Par leur talent, ils ont quelque chose de tout à fait unique. Et en plus, quand on sait que certains de leurs très grands talents sont sous le maillot All Blacks, ou voire même sous le maillot de l'équipe de France, ne jetons pas la pierre All Blacks, puisque je rappelle que Virimi Vakatawa est quand même d'origine fidjienne. Qu'est-ce que ce serait s'ils avaient tous leurs joueurs ? Et voilà, c'était un bon week-end de rugby, mon Théo. Oui, c'était un superbe week-end de rugby. On a frôlé la grosse surprise et l'exploit de la planète rugby ce week-end, puisque les Portugais, les Loups, ont failli battre les Japonais. Alors, ils ont finalement perdu 38-25.
mais en prenant un essai à la dernière minute sur une interception, alors qu'ils étaient au bord de repasser devant les Japonais. Donc voilà, on les salue. Si on a des amis portugais qui nous écoutent ou des habitants français au Portugal, ils se reconnaîtront. On les embrasse. Oui, nos voisins de Sud, ils sont pas mal en rugby en ce moment, parce que l'Espagne aussi, qu'ils ont battu Russie 49-12, et Russie quand même qui était dans le Coupe du Monde il y a 3 ans. Oui, c'est solide. C'est solide. L'Espagne avec beaucoup de joueurs, entre guillemets, français, hein, beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat de France, qui ont des origines espagnoles, qui renforcent le 15 espagnol, mais pas seulement, bien sûr, hein, il y a aussi un championnat en Espagne. Allez, si on parlait de la semaine prochaine, on a ce fameux match contre les All Blacks. J'aimerais bien que, si tu peux, mon Théo, tu peux nous parler un petit peu de ces All Blacks là. Je sais qu'ils ont plein de bons joueurs, mais à qui est-ce qu'on devrait faire gaffe? Ils ont une équipe tout à fait redoutable sur le papier, hein. C'est une équipe qui n'a aucun point faible, une première ligne des plus solides, y compris dans les remplaçants avec notre ami Karl Tuinuku Afe, que j'aime beaucoup, tu le sais, cet ex un peu trop gros, on va dire, et qui s'est battu pour revenir dans les standards et qui a au moins 10 kilos de moustache en plus du reste, donc on l'adore pour ça. Mais voilà, ils ont une deuxième ligne de légende, hein, puisque Brody Retallick, Samuel Whitelock, qui est le capitaine, bon, bah, c'est tous les deux des monstres. En troisième ligne, ils ont commencé aujourd'hui avec Savea en 8, excusez du peu. Alors j'aime bien Dalton Papali, je le connaissais pas, mais j'aime bien le mec qui s'appelle Dalton, je trouve que c'est toujours sympa comme prénom. Et puis Blackadder, le fils, on en parlait de son père qui jouait dans les années 90. Et puis derrière, il y a rien à dire. Boden Barrett en 10. Est-ce qu'il va être reconduit? Je ne sais pas. On avait beaucoup dit que c'était un peu le test parce que il y a aussi Richie Mounga qui est la doublure de Barrett quand c'est pas lui qui joue en 10, mais qui est très très fort également. Donc ces joueurs-là n'ont pas cette équipe-là n'a pas de point faible. Leur seul point faible aujourd'hui, c'est que être tout en haut, c'est parfois être éternellement dans le viseur. Et c'est tomber contre plus fort que soi de temps en temps. Mais c'est tout. Voilà. Et je pense sincèrement que la semaine prochaine, la détermination de ces All Blacks à rentrer sur le terrain pour nous battre va être immense. Donc il faudra que celle des Bleus, pour les battre, soit immense. S'ils leur rentrent dedans comme leur sont rentrés dedans les Irlandais, et ne les lâchent pas du début à la fin, je pense que c'est possible. Mais il va falloir faire une prestation de très grande envergure comme ont fait les Irlandais ce week-end. Il faut regarder le match des Irlandais et essayer de faire la même chose. C'est-à-dire ne pas leur rendre de ballon en début de match, garder le ballon et leur rentrer dedans. Et une fois qu'on a pris un peu d'avance, si on les a fait douter, commencer à leur renvoyer des ballons et à leur rentrer dedans avec une défense ultra agressive. Je pense que ça, c'est possible. Mais voilà. Attention, gros temps. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Je pense que tout le monde, ça va être chouette. En plus, on a les femmes qui jouent. Ça va être un week-end All Black en fait, parce qu'on a les femmes qui jouent les All Blacks encore. Donc si on parlait rapidement de tous les autres matchs, allez, j'aimerais bien faire comme la semaine dernière, avoir tes pronos si ça te tente. On y va? Allez, on y va. Allez, première, c'est Écosse-Japon. Oh, l'Écosse, je pense, va secouer les Japonais, comme des pruniers. 40 points, minimum. Ou des cherry trees. Allez, Italie-Uruguay. Ah ben là, il faut vraiment mettre une pièce sur l'Italie parce qu'ils ont absolument besoin de victoire et je pense que ça a été programmé aussi pour qu'ils puissent gagner quand même un match. Donc je serais désolé pour les Uruguayens, mais je vois les Italiens l'emporter. Et après, franchement, on a des très gros matchs. C'est Angleterre-Afrique du Sud. C'est le replay du final de dernière Coupe du Monde. C'est la revanche de la finale de la Coupe du Monde. C'est un match à pas rater. S'il y en a un à voir dans le week-end, à part celui de France All Blacks, bien sûr, c'est celui-là. Allez, très difficile de donner un pronostic, mais je crains, avec ce que j'ai vu, que les Anglais soient capables de battre les Sud-Africains. Ouais, je suis quand même un peu d'accord. Ils ont cette tête, tu vois, cette tête où ils sont là un peu moqueurs, un peu sont surconfiance, mais mérités malheureusement. Allez, Pays de Galles, Australie. C'est toujours des bons matchs, ça aussi normalement. Ah ouais, Pays de Galles, Australie, ça risque d'être un superbe match. Je pense que l'Australie va gagner parce que là, il reste sur 2 défaites d'affilée.
Donc, ils vont besoin d'être remontés à bloc, là. Allez, notre match à nous, France-Nouvelle-Zélande. On fait du pronostic ou on fait du patriotisme? Comme tu veux. Bon, c'est affreux ce que je vais dire, mais je pense que les Blacks vont gagner. Ouais, comme ils ont perdu contre l'Irlande la semaine dernière, je pense que c'est un peu, ça va être un peu chaud. On va être très content si on gagne, on va la dire comme ça. Mais moi, j'y crois toujours, donc c'est parce qu'il faut faire un pronostic, et je pense que la victoire des Bleus est tout à fait possible. Voilà. Mais voilà, s'il fallait mettre un petit billet, je dirais que les Blacks vont gagner. Et Irlande contre Argentine, est-ce que les Irlandais ils vont être fatigués après cette victoire contre les All Blacks? Sûrement, être fatigué, c'est une certitude. Battre les All Blacks, c'est toujours quelque chose qui pompe une énergie phénoménale. On l'a vu à la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Anglais s'en sont pas remis. Ils ont perdu en finale parce qu'ils avaient tout donné en demi. Là, c'est pas tout à fait la même chose parce que d'abord, l'Argentine, c'est pas l'Afrique du Sud. Donc, voilà, je pense que ils ont une telle tradition du respect du maillot, les Irlandais, qui peuvent pas se mettre à passer complètement à côté. Mais je pense que ça va être plus compliqué. En plus, je pense que Sexton ne sera pas là parce qu'il est sorti sur commotion. Et à mon avis, du coup, ils vont mettre le petit jeune en 10. Il va se faire agresser par les Argentins. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, je vois un match beaucoup plus disputé avec une victoire quand même des Irlandais. Ouais, dans tous les cas, c'est que des beaux matchs là, je trouve. Ça va être vraiment chouette. Ça va être superbe à nouveau, ouais. Écoutez, merci à tout le monde, merci à tous nos écouteurs. Juste avant de partir, j'avais deux petits announcements, si je peux le dire comme ça. Je voulais dire merci pour le retour. On avait fait un petit mot sur Movember avec notre entretien avec Stéphane Beaumont la semaine dernière. Pour info, ils font un soirée qui va plaire à nos écouteurs. Donc, il y a une soirée qui s'appelle le Beaujolais. Donc, c'est un mélange entre Movember et Beaujolais. C'est dans les bars No Scrum, No Win à Paris. Donc, les bars rugby, forcément. C'est le soir du 18 novembre, le soir de Beaujolais. Donc, allez chercher des infos si ça vous tente sur noscrumnowin.com ou sur les réseaux avec Movember. Et aussi, sur le 18, si vous êtes plutôt style littéraire, le même soir, il y a à la librairie Gros Câlin, il y a une rencontre avec Ian Borthwick, qui est passé sur notre podcast à nous. Ian est néo-zélandais, qui est en France depuis très longtemps, qui est écrivain, qui a écrit plusieurs livres, donc il est là pour promouvoir un de ses nouveaux livres. Il va être accompagné par certains noms de rugby, Dimitri Swarzynski, et peut-être quelqu'un que tu connais bien, Franck Menel. Ah oui, Franck. Mon président et coéquipier à l'époque. Donc, ça, c'était unique. Franck, un grand joueur. Voilà, vraiment des grands souvenirs avec lui pour quelques temps passés sous le maillot, ciel et blanc à ses côtés. C'était un privilège. Donc, il y a plein de choses à faire pour le 18, ça c'est sûr. Et pour le week-end, bon, on sait qu'on a plein de bons rugby à regarder. Ça, c'est sûr que ça va pas manquer. Bon, et puis pour mes pronostics de la semaine dernière, les grosses cotes, ça n'a pas suivi. Mais néanmoins, les Anglais, j'avais raison, et les Sud-Africains, j'avais raison. Bon, voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous nos chers écouteurs. Et n'oubliez pas d'aller nous liker sur tous les réseaux sociaux, de faire un petit review, et surtout de partager quand l'épisode sort, si vous pouvez partager avec vos copains et vos copines sur vos groupes de Facebook et tout ça, ça nous aide beaucoup. Eh ben, bonne semaine à tous, bon match la semaine prochaine, on se retrouve dans le prochain épisode, peut-être qu'on arrivera à retrouver la Dream Team au complet un jour, mais pour l'instant on les embrasse très fort, Charlie, Alban et tous nos écouteurs, à bientôt. Allez, ciao ciao.